Bonjour, voici donc le premier épisode qui est dédié aux bases permettant de comprendre l'IA générative. Pour ce faire, je vais aborder les points suivants. Je vais commencer par décrire ce qu'est un neurone, la brique de base de tout cet édifice. Ensuite, je vais décrire un réseau de neurones, ou comment sont organisés plusieurs neurones pour qu'ils fonctionnent ensemble. Et enfin, je vais décrire simplement comment un réseau de neurones fait pour apprendre. Tout cela devrait permettre de démystifier, de vous expliquer comment ça marche sous le capot. Car cette histoire d'apprentissage peut paraître magique ou au moins mystérieuse, et en fait, ça ne l'est pas. Je vais poursuivre en racontant pourquoi l'IA a fait un énorme bond et pourquoi maintenant. Enfin, pour mieux cerner le sujet, je vais terminer par évoquer les spécificités de l'IA générative. Donc pour commencer, voici un résumé des principes de fonctionnement des outils de l'IA générative. La brique de base de ces outils est le neurone informatique. Ces neurones s'inspirent du fonctionnement des neurones humains. Un neurone biologique est l'unité fonctionnelle de la base du système nerveux. Un neurone assure la transmission des influx nerveux. Il possède un corps, un axone et des dendrites. Un neurone informatique, lui, est une structure qui possède plusieurs entrées, que l'on peut comparer aux dendrites, et une sortie, donc que l'on peut comparer à l'axone. Ces éléments sont reliés par un noyau qui calcule la sortie en fonction des entrées. Globalement, le noyau est une fonction qui calcule une somme pondérée du poids des différentes entrées et la compare à un seuil qui est spécifique à chaque neurone. Si la somme pondérée est plus grande que le seuil, la sortie est activée et a pour valeur la somme calculée. Comme dans le cerveau humain, les neurones informatiques sont organisés en réseaux. Un réseau de neurones informatiques est constitué de plusieurs couches de neurones interconnectés entre eux. Il y a une couche de neurones d'entrée qui reçoit les données à traiter. Ensuite, cette couche est connectée à une couche de neurones intermédiaires, aussi appelée couche cachée. Il y a en général plusieurs couches cachées, interconnectées entre elles. La dernière couche intermédiaire est connectée à la couche de sortie. C'est celle qui est utilisée pour fournir le résultat en fonction des entrées. Un élément souvent évoqué pour caractériser un réseau de neurones est son nombre de paramètres. Un paramètre est le poids d'une connexion entre deux neurones ou le biais d'un neurone. ChatGPT Turbo utilise 1700 milliards de paramètres. Aujourd'hui, en juin 2025, les réseaux de neurones complexes ont jusqu'à 128 couches, totalisant plus de 100 millions de neurones informatiques. Pour mémoire, le cerveau humain comporte en moyenne 90 milliards de neurones, soit presque 1000 fois plus que les outils actuels. Ce qui n'est pas un si grand écart eu égard à la loi de Moore. Dit autrement, dans pas si longtemps, on pourra avoir des réseaux de neurones artificiels de la taille de notre cerveau. Maintenant, en termes de consommation électrique, le cerveau consomme 20 watts, alors qu'un cluster d'IA consomme 10 mégawatts. Là, l'humain a une vraie avance. Il est ultra économe. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui avec les outils issus d'IA est impressionnant, mais c'est très très loin de la variété de ce que fait un cerveau humain, et ça consomme une énergie gigantesque. Bon, la technologie évolue si vite que le différentiel IA-cerveau va se réduire, c'est sûr. Pour finir ce point un peu technique, voici de manière synthétique comment un réseau de neurones apprend. L'apprentissage d'un réseau de neurones consiste à ajuster ses paramètres pour minimiser l'erreur entre les prédictions et les résultats attendus. Le processus d'apprentissage repose sur l'utilisation de nombreux exemples portant sur ce qu'il faut apprendre. Au début, tous les paramètres du réseau de neurones sont fixés avec des valeurs moyennes, c'est-à-dire que le cerveau ne sait rien. Le processus d'apprentissage se décompose en 3 grandes étapes. La première est l'étape avant. On prend un exemple, c'est l'entrée. On propage les données de l'exemple à travers le réseau dans son état actuel. Des neurones s'activent ou ne s'activent pas. Et à la fin, certains neurones de la couche de sortie sont activés et fournissent un résultat. La seconde étape calcule l'erreur, la différence entre le résultat fourni par le réseau non obtenu, avec les paramètres actuels du réseau, et le résultat attendu, ce qui est souvent fourni avec l'exemple. La dernière étape consiste à appliquer l'algorithme de rétropropagation du gradient. Cet algorithme va ajuster tous les paramètres, les poids des connexions, les seuils des neurones,
afin de réduire l'erreur sur l'exemple qui est en train d'être traité. On obtient alors un nouveau réseau de neurones avec des paramètres ajustés par rapport à l'exemple qui vient juste d'être traité. On répète ces 3 étapes sur beaucoup d'exemples différents, genre des millions d'exemples. On peut aussi repasser des exemples plusieurs fois. Ce cycle optimise progressivement les performances du réseau par rapport aux exemples traités. L'apprentissage s'arrête quand les résultats fournis par le réseau sont satisfaisants et que l'erreur est jugée suffisamment petite. À la fin de la phase d'apprentissage, le réseau est utilisable. C'est-à-dire que ces différents paramètres numériques sont figés et fournissent un résultat pertinent quand on active la couche d'entrée avec de nouvelles données. Si l'IA générative a pris un tel essor ces dernières années, et pas avant, c'est principalement lié à une conjonction de 3 choses. La première chose est que les outils de l'IA générative ont besoin d'une énorme quantité de données, facilement accessibles. Les outils utilisent ces données comme exemple durant leur phase d'apprentissage. Et aujourd'hui, suite au développement du web et à la disponibilité gratuite de montagnes de données, il y a la matière numérique disponible pour que ces outils aient suffisamment de données pour bien apprendre. Pour être plus précis, voici les principales données utilisées par les outils les plus connus. L'agent conversationnel ChatGPT a été formé sur tous les textes disponibles sur le web public, dont Wikipédia. Il a également utilisé des sources privées. Cela pose aujourd'hui des problèmes juridiques. Le générateur d'images Midjourney a été formé sur toutes les images disponibles sur Flickr, Instagram, la bibliothèque du Congrès américain. Il y a une particularité pour ce type d'outil. La seconde raison qui fait que l'IA émerge en ce moment, c'est l'optimisation des algorithmes sortis dans les années 90, dont les idées ont émergé dans les années 50. Ces optimisations, ces améliorations rendent possible le traitement de volumes de données gigantesques et le développement de services tels qu'on les connaît. La troisième raison est la puissance des ordinateurs qui a encore augmenté. Elle vient de la réutilisation d'un composant électronique initialement conçu pour les cartes graphiques des gamers. Ces cartes graphiques sont ultra efficaces pour faire les calculs requis par les IA, essentiellement des calculs sur des matrices. Je parle des fameuses GPU ou Graphical Process Unit vendues par Nvidia et autres, qui équipent initialement les cartes graphiques. Maintenant, ces GPU sont utilisées par milliers pour manipuler des milliers de milliards de paramètres des réseaux de neurones de grande taille. En résumé, ces 3 points ont rendu possible l'émergence de l'IA actuelle, la disponibilité des exemples sur Internet, l'optimisation des algorithmes anciens et l'utilisation des cartes GPU. En complément, toutes ces illustrations de ce slide ont été générées avec ChatGPT. J'en parlerai dans la seconde partie sur les outils. Maintenant qu'on a vu comment fonctionne un réseau de neurones et comment il apprend, je vais me concentrer sur les spécificités de l'IA générative. L'IA générative est une catégorie d'intelligence artificielle capable de créer de nouveaux contenus à partir de données existantes et des indications fournies par l'utilisateur. Voici ses principales caractéristiques. Elle peut générer divers types de contenus, comme du texte, des images, des vidéos, de la musique ou du code informatique. L'IA générative utilise des algorithmes d'apprentissage profond, notamment des réseaux antagonistes génératifs, aussi appelés GAN, et des modèles de langage de grande taille, les fameux LLM. Si vous souhaitez approfondir ces notions, allez voir ma version longue sur la chaîne YouTube dédiée. On l'a déjà évoqué, l'IA générative apprend à partir de vastes ensembles de données pour produire du contenu original. Elle fonctionne généralement en recevant une instruction, une demande, aussi appelée prompt, et génère une réponse ou un contenu correspondant à la demande. Ces applications incluent les chatbots, l'aide à la rédaction de textes, la traduction en plusieurs langues, le travail de production d'images, de vidéos, et aussi l'aide à la programmation pour écrire des programmes, mais pour aussi trouver des bugs. En synthèse, l'IA générative permet aux ordinateurs de produire différents types de contenus de manière autonome. Comme on va le voir, ça ouvre de nouvelles possibilités dans de nombreux domaines pour gagner en productivité, tout en soulevant différentes questions d'ordre éthique sur son utilisation.
Voici 5 points à propos de l'IA générative qu'il me semble important de toujours garder à l'esprit. Le premier point, les outils ne sont pas intelligents. Ils n'ont pas la capacité d'inventer. Leurs connaissances sont directement liées au contenu des exemples utilisés durant l'apprentissage. Les choses qui n'existent pas, ne sont pas décrites dans les exemples, ne peuvent pas être générées par les IA génératives. Le second point, les outils d'IA générative sont des perroquets stochastiques. Ils ne font que répéter, ou plutôt régurgiter ce qu'ils ont appris. Les sorties de ces outils sont basées sur des exemples analysés et des choix statistiques, et plus précisément stochastiques. Ces outils produisent la réponse la plus pertinente, statistiquement parlant, dans le contexte donné et en fonction du prompt. Le troisième point, les outils de l'IA générative ne comprennent pas le sens des concepts qu'ils manipulent. Le sens des mots ou des images n'est pas compris, mais les réponses fournies sont inférées comme une suite de signes, de mots, qui sont souvent associés ensemble. Quatrième point, les outils d'IA générative n'ont pas de sens commun. Ils n'ont pas de modèle du monde réel. Par exemple, ils ne savent pas qu'une main a 5 doigts, qu'une pomme peut tomber d'un arbre. Mais on peut les aider à pallier tout ou partie de ces déficiences, en général en ajoutant des extensions issues de l'IA classique, celles qui étaient en vogue dans les années 80. Jusqu'à ce jour, ces outils n'ont pas d'intention propre. Ils réagissent, répondent à des sollicitations. Leurs objectifs sont de répondre au mieux aux demandes des utilisateurs. Et le jour où cela va changer, je pense qu'il va falloir s'en inquiéter. Voilà, c'est la fin du premier épisode sur les bases de l'IA générative. Je vous encourage maintenant à regarder le second épisode qui est consacré aux outils. À bientôt. Merci Georges. Merci Georges. C'est trop bon.